Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et partout dans le monde. Bienvenue une fois de plus dans notre chaîne, votre chaîne en Afrique et en diaspora. Eh bien, nous faisons des vidéos pour vous, les gars amoureux de l'Afrique. Eh bien, cette vidéo, c'est pour vous, les panafricanistes, ceux qui aiment l'Afrique, nos amis, nos frères, nos sœurs, ceux qui veulent voir l'Afrique prendre sa place dans les étoiles, parmi les fils et les fils du soleil. Alors, pour faire un peu plus sérieux, mais bon, j'aime bien la gaieté, il faut être gai, même si nous menons ce combat farouche parce qu'on veut bien défendre l'Afrique, mais on peut le faire avec le sourire et le rire. Alors, pour cette vidéo, en fait, c'est pas moi qui vais parler. Ici, je partage en fait une vidéo du ministre malien Abdoulaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il dit des choses tellement captivantes, des choses très nécessaires, des choses que tous les Africains devaient écouter. Donc, on veut relayer le message parce que dans cet éveil de conscience, dans ce combat que nous menons pour pouvoir garantir l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, faire en sorte que les ressources de l'Afrique profitent aux Africains, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de vivre ce paradoxe où le continent africain soit le continent le plus riche du monde et en même temps ait des populations les plus pauvres du monde. Ça n'a aucun sens. Donc, on va suivre les paroles, cette interview du ministre, on suit ses paroles et on prend des notes et que ça nous serve à mener ce combat ensemble. On revient juste tout de suite pour le mot de conclusion. Alors, restez bien branchés sur votre fauteuil, prenez de l'eau, un petit jus, la bière pourquoi pas, et on suit le ministre. On se retrouve tout à l'heure, juste après la vidéo. AES, quel avenir pour les États membres? Tel est le thème abordé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, lors d'un panel qu'il a animé à la 3e édition du Salon des médias du Mali, qui s'est tenu du 30 mai au 2 juin 2024. Face aux hommes des médias, le chef de la diplomatie malienne a évoqué le contexte de la création de l'Alliance des États du Sahel, qui réunit le Burkina Faso, le Niger et le Mali, mais aussi et surtout le rôle des médias locaux dans le changement des narratifs. Actualité sous-régionale oblige. Son Excellence Abdoulaye Diop a tout d'abord fait une synthèse du panel Insécurité en Afrique, racines, implications et voies à suivre qu'il avait animé il y a quelques semaines à Kigali au Rwanda. Il partage avec nous les 10 messages qu'il a transmis à ses pairs de la sous-région. Pensons naturellement que l'insécurité peut avoir des causes multiples, des causes internes comme des causes externes. Les causes internes peuvent être liées à notre propre responsabilité, incapacité de pouvoir développer nos pays, de promouvoir l'inclusion, de promouvoir aussi la transformation économique de nos pays, les déficits par rapport à la gouvernance de nos pays aussi qui est à la cause de beaucoup de ces phénomènes, mais aussi il y a des causes externes, notamment la colonisation, l'impérialisme, le néocolonialisme. Aujourd'hui, l'ingérence extérieure constitue aussi une source principale de cette insécurité. Donc, ayant dit cela, nous pensons que du côté de l'expérience que notre pays a traversée au cours des 10 dernières années, comme le Burkina ou le Niger, je pense que nous avons la même expérience. Je pense que nous en avons tiré quelques leçons que j'ai essayé de résumer pour nos auditeurs. Nous pensons que la première leçon que nous tirons de cette décennie d'insécurité, de lutte contre le terrorisme et d'instabilité, c'est que personne ne viendra nous sauver à notre place. Personne. Et j'ai pris l'exemple du Rwanda. Le Rwanda est un pays qui a connu un génocide. En quelques semaines, 1 million de personnes ont été tuées devant les forces internationales, l'ONU. Tout le monde était là, on a regardé, finalement, la solution n'est venue que des Rwandais eux-mêmes. Et partant du même exemple, j'ai aussi indiqué que dans le cas du Mali,
malgré une présence internationale sur 10 ans avec presque toutes les armées du monde, avec des financements en milliards de dollars, pendant ces 10 ans, les moyens n'ont pas été créés pour sortir le Mali. Il fallait sortir de ce paradigme. Il fallait établir une vision de la gouvernance sécuritaire de notre pays, changer de paradigme sécuritaire, parce que nous avons essentiellement compté sur l'extérieur pour assurer notre sécurité. Le résultat, nous le connaissons. Nous avons dû revenir à nous-mêmes, mettre la sécurité des Maliens entre les mains des Maliennes et des Maliens, investir dans cette sécurité, former notre armée, nous sacrifier pour notre pays. Et aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge, mais les résultats commencent à sortir. C'est que nous commençons à reprendre le contrôle de notre pays. Donc c'est dire que la première leçon, c'est qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un pour venir t'aider en matière d'insécurité. Il ne faut surtout pas sous-traiter sa sécurité à une puissance étrangère ou à une organisation internationale pensant qu'ils vont vous apporter la solution. Chaque organisation qui vient vous aider, chaque armée étrangère qui vient vous aider, il y a un coût, il y a un prix, il y a surtout leurs intérêts qu'ils vont défendre. Et même que vous devenez un fonds de commerce pour eux, le fonds de commerce deviendra que votre insécurité est leur prospérité. Donc ils n'auront jamais intérêt à ce que vous en sortiez. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai partagée avec nos amis, en indiquant que la sécurité d'un pays, quel que soit le coût, ne doit pas être sous-traité à une puissance extérieure ou à une armée étrangère. La deuxième leçon que j'ai partagée avec nos amis et qui touche aussi à la thématique de votre rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il nous faut changer de narratif. Parce que pourquoi la question du narratif est importante? Parce que tout ce que nous faisons est défini par notre vision des problèmes, notre compréhension des problèmes. Le narratif que nous avons aujourd'hui est un narratif qui nous est imposé par d'autres personnes. C'est un narratif qui est véhiculé par des médias étrangers. Des millions sont investis pour nous faire comprendre même qui nous sommes. Pour que le Mali comprenne le Burkina, il faut qu'on lise RFI France 24. Donc ça veut dire que nous-mêmes, un voisin qui est là, on ne peut pas le comprendre sans passer par d'autres. Le changement de narratif veut dire qu'il faut que nous-mêmes, nous réapproprions notre histoire. Et que nous-mêmes, nous contions notre histoire, que nous ne comptons pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont en train de compter l'histoire de l'Afrique. Et quand j'ai expliqué, on a eu une conférence récemment à des amis, que le Mali lui-même ne fut pas un pays enclavé. Au début, le Mali était une puissance maritime, pas la République du Mali, mais l'Empire du Mali. Et que nous sommes devenus un pays enclavé plus tard. Et que c'est un des empereurs du Mali, le roi Aboubakari II, qui a découvert l'Amérique. Il y a des recherches scientifiques qui existent, mais aucun de nous n'a appris ça à l'école. Aucun de nous n'a. Donc c'est nécessaire pour nous-mêmes de définir notre propre narratif, parce que quand tu es sur le narratif d'autrui, mais aujourd'hui on peut même faire de nous des armes pour détruire nos pays, parce que nous n'avons pas notre propre narratif, notre propre compréhension. J'ai pris l'exemple même du terrorisme qu'on nous impose aujourd'hui. Par exemple, certains, ils parlent même de djihadisme. Mais le djihadisme, moi, je n'utilise jamais ce mot. Parce que terrorisme, c'est terrorisme. Même le terrorisme lui-même, il est fabriqué, on le sait. C'est des gens qui ont créé ça il y a 20 ans. Le Mali, on n'avait pas ça ici. Donc le djihadisme est un concept, quand on rentre dedans, vous les hommes des médias, vous devez faire extrêmement attention. Parce que nous, musulmans, nous savons que le djihad veut dire guerre au nom de Dieu. Et nous savons que les barbares, les gens qui tuent nos enfants tous les jours, mais n'ont rien à voir avec, ils ne peuvent même pas le faire au nom du même Dieu que nous connaissons. Mais ceux qui les appellent djihadistes veulent déjà peut-être accréditer ou légitimer leur combat. Donc je pense que la question de narratif est extrêmement importante. Tout ce que nous disons, il faut que nous-mêmes nous comprenions quelle est notre propre perspective de ça. Comment nous pouvons imposer notre propre narratif en tant qu'Africains. Je pense que c'est important. Le narratif aussi, c'est de comprendre, ne pas tomber dans le misérabilisme. Pas être arrogant, mais les gens nous ont mis dans la tête que nous sommes pauvres.
Et nous-mêmes, on répète à longueur de journée, quand le Mali, le Burkina, le Niger se sont mis ensemble, tout le monde s'est levé, 3 pays enclavés, pauvres se mettent ensemble. Et je vois tous les journaux africains qui répètent la même chose. 3 pays enclavés, pauvres qui se mettent ensemble. Ça donne quel résultat? Et nous-mêmes, comme des perroquets, on se met à répéter ça. Mais les 3 pays pauvres enclavés, l'acte qu'ils ont posé, je crois que ça a créé un séisme géopolitique dans la région. Maintenant, la dynamique est de quel côté? Mais du côté de ce qu'on appelle les 3 pays pauvres enclavés. Ceux qui ont été à la cause de l'instabilité dans notre région, ceux qui ont été à la source du financement du terrorisme, ne peuvent pas financer les groupes terroristes et venir de notre côté dire qu'on va vous aider à les combattre. Donc il faut qu'on sorte de ça, qu'on comprenne qui est l'ennemi. Quand on parle de terrorisme, on parle de qui? Quelles sont leurs motivations? Qui est derrière eux? Qui les finance? Donc pour que toi tu viennes m'aider, il faut que je comprenne. Ceux qui ont bombardé la Libye, qui ont été à la base de l'expansion du terrorisme, mais ne peuvent pas être le médicament des puissances, dans une parfaite hypocrisie, se proclament berceau des droits de l'homme, mais c'est eux qui aujourd'hui sont à la source du financement du terrorisme. Et j'ai rappelé le cas que le Mali a porté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jusqu'à demain, personne n'a levé la main pour dire que je suis d'accord, venons, débattons du problème que le Mali a posé par rapport à ça. Il faut que l'Afrique assume ses responsabilités. C'est vrai que nous pouvons reprocher beaucoup de choses aux colonisateurs, à beaucoup de pays, mais cela ne nous disculpe pas. Pendant 60 ans, qu'est-ce que nous avons fait de nos pays? Je pense que sur beaucoup de plans, économiques, politiques, sociaux, mais nous avons échoué parce que nous sommes en train de gérer les conséquences de ces échecs. Et pourquoi nous avons échoué? Nous avons notre propre responsabilité. Le financement de la sécurité de l'Afrique et des pays africains doivent reposer sur nous-mêmes. Nous devons utiliser nos propres ressources pour assurer notre sécurité en priorité. Ça ne veut pas dire que notre sécurité, nous ne sommes pas ouverts à travailler avec d'autres, mais tu ne peux pas créer une armée et demander aux autres de financer ton armée pendant que ton armée constitue une menace pour eux, parce que ces pays qui veulent vous dominer n'ont pas intérêt à ce que vous ayez une armée. Donc, les dépenses militaires d'un pays ne peuvent pas reposer sur l'aide étrangère. Ça doit être notre effort. Maintenant, on peut définir les partenariats qu'il nous faut, mais tant qu'un pays n'a pas dégagé les ressources pour assurer sa propre sécurité, bon, les autres viendront s'amuser sur son territoire. La 7e, c'est de dire qu'il faut que nous transformions nos organisations régionales pour que ces organisations régionales soient le reflet de nos besoins, de nos préoccupations, et que nos organisations soient pilotées par des leaderships véritablement africains, que ces organisations ne soient pas télécommandées de l'extérieur, ne soient pas sujets à une ingérence extérieure. C'est le problème qu'on a eu avec la CEDEAO, avec l'UEMOA en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris ou ailleurs. On ne peut pas abandonner une partie de sa souveraineté à une organisation et que cette partie de la souveraineté soit utilisée comme une arme contre nous. On met nos sous à une banque centrale, demain, la banque centrale devient une arme qu'on utilise contre toi. Tu adhères au traité d'une organisation, demain on utilise ce traité pour fermer tes frontières. On n'utilise même pas le traité, parce qu'en fait c'est souvent un club. Un ou deux dirigeants décident qu'on va fermer la frontière au Mali, et d'une capitale extérieure, quelqu'un décide que le Mali doit être sanctionné, et le Mali est sanctionné. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes, mais nous avons adhéré à ces organisations en tant qu'État souverain. Il faut que nous puissions transformer, que ce soit dans le cas du coton ou dans d'autres, il faut qu'on transforme pour qu'il y ait des valeurs ajoutées. Et cette transformation économique, comment nos pays peuvent faire en sorte que cette transformation économique bénéficie à la majorité de notre population? Dans la plupart de nos pays, 70 à 75% de la population est jeune. Dans la plupart de nos pays, au moins 60% de la population est constituée de femmes. Aucun pays, aucun continent, aucune civilisation ne s'en sort en étant la majorité sur le chemin. D'ailleurs, si nous ne nous occupons pas de nos jeunes gens, ils vont s'occuper de nous.
dans la plupart des pays où vous voyez les changements politiques, mais ce sont les jeunes là qui sont en première ligne. Dans les groupes terroristes, qui est-ce qu'on recrute? Ce sont les mêmes qui sont sur le chemin de la migration. Donc je pense que si nos pays ne comprennent pas qu'il faut que nous donnions des alternatives à ces jeunes gens, ça ne va pas marcher. Le dernier point que j'ai partagé avec les uns et les autres, c'était de donner une place à l'Afrique sur la scène internationale. Ce n'est même pas de donner, hein, mais l'Afrique doit prendre sa place dans le concert des nations, parce que personne ne nous donnera rien dans cette affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la place qui est donnée à l'Afrique, aux Nations Unies, dans les institutions financières internationales, c'est injuste. Comment un continent aussi grand que l'Afrique n'ait même pas une seule place au Conseil de sécurité des Nations Unies de membres non permanents. Mais en même temps, il faut qu'on se pose aussi la question. Si l'Afrique doit être sur la table, sur la scène internationale, hier je le disais encore dans une conférence, l'Afrique ne doit pas être le menu, mais l'Afrique doit être autour de la table en tant qu'acteur. Si l'Afrique est autour de la table en tant qu'acteur, il faut que cet acteur-là vienne en substance, en qualité et en différence. Parce que si l'Afrique est un supplétif de certaines puissances au Conseil de sécurité ou à la Banque africaine de développement ou à la Banque mondiale, un coup on vote avec les Occidentaux, un coup on vote avec les autres, ça ne sert à rien même d'être là-bas, on aurait dû même les laisser diriger. Mais si l'Afrique vient, elle doit porter la voix et la préoccupation des Africains. Elle doit apporter une perspective différente de l'Afrique, un poids différent, une approche différente. Si on n'amène pas ça, je crois que ça ne sert à rien d'être là pour être là, parce que l'Afrique est là. Donc l'Afrique ne doit pas être le menu, l'Afrique doit être un acteur, mais un acteur qui apporte aussi cette substance différente. Ce sont vraiment les 10 leçons que j'ai partagées lors de la rencontre de Kigali, en indiquant qu'il s'agit de repères fondés sur l'expérience propre de notre pays, qui était fondée sur les 3 principes que nous connaissons tous, qui doivent nous aider aussi à définir chacune de ces leçons. C'est un peu les messages que j'ai portés à ce niveau, qui, je pense, reflètent le vécu et les préoccupations des Maliennes et des Maliens. Merci bien, Monsieur le ministre, pour ces 10 points d'éclaircissement. On en vient à l'AES, Alliance des États du Sahel. Quel rôle cette alliance doit jouer pour nous, pour l'Afrique de l'Ouest, pour les États membres, pour l'Afrique en général? Mais d'aucuns pensent que c'est un concours de circonstances, la création de l'AES. Pour d'autres, c'est une opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Entre les deux, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'Alliance des États du Sahel est née d'une confrontation pendant plusieurs années entre nos pays en transition et la CEDEAO sur des incompréhensions et des différences d'appréciation majeures par rapport à notre relation de solidarité, relation de fraternité, relation d'intégration, relation aussi de coopération politique entre nos pays. Et je crois qu'à l'issue de cet affrontement entre ces pays et le reste des pays de la CEDEAO, surtout piloté par l'extérieur, je dois le dire. La grande différence que nous avons eue avec les autres pays membres de la CEDEAO, je n'allais même pas dire les autres, avec les autres gouvernements, parce qu'il n'y a pas de différence entre les pays. Avec les autres gouvernements ou les dirigeants, ou certains dirigeants de la CEDEAO, c'était essentiellement le fait que beaucoup de ces dirigeants prenaient leurs ordres à Paris, à Washington, à Londres ou ailleurs. Et que ces pays ne décidaient pas sur le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée en fonction de leurs préoccupations propres, mais ils décident parce que le maître, entre guillemets, veut punir X, Y, et on le suit pour lui faire plaisir. Je pense qu'on est allé dans cette démarche et dans cette situation que nos pays ont été même illégalement sanctionnés. On a fermé nos frontières. Nous avons dit, et nous le redisons, il n'y a aucune base légale à la fermeture des frontières de nos pays. Je ne dis pas que la CEDEAO ne doit pas nous suspendre, parce que la suspension des instances de la CEDEAO est prévue par les textes.
Mais la fermeture des frontières, pour ne prendre que cet exemple, ça n'existe dans aucun texte. Et je continue à le dire, personne jusqu'à ce jour n'a pu m'amener un article du traité de la CEDEAO qui dit qu'on peut fermer la frontière d'un pays. Et je pense que le président Bazoum lui-même, quand il était chef d'État, l'a indiqué sur le perron de l'Élysée dans une conférence de presse avec le président Macron. Il a dit que le Niger ne s'était pas associé aux premières sanctions contre le Mali parce que le Niger sait que la fermeture des frontières n'existe pas dans les textes. Plus tard, ce qui s'est passé, nous le savons. Il a changé d'avis, mais il a dit ça et c'était très clair. Même s'il ne l'a pas dit, nous sommes convaincus, et parce que nous connaissons ces textes. Ce n'est pas dedans. La deuxième chose, grande différence que nous avons eue avec eux, lui et moi, les sanctions économiques, la fermeture de nos banques, la fermeture de nos comptes. Mais ça n'existe nulle part. D'abord, l'UEMOA et la CEDEAO sont deux organisations distinctes. Aucun lien entre les deux traités, du point de vue organique et fonctionnel. Pourtant, vous avez vu que les sommets de l'UEMOA qui endossent les sanctions de la CEDEAO se tiennent même avant les sommets de la CEDEAO. Comment tu peux endosser des décisions d'un sommet qui ne s'est pas tenu? Quel est le texte de l'UEMOA qui prévoit que nos sommets se tiennent dans un pays tiers, qui n'est pas un pays membre de l'UEMOA? Troisième élément. L'article 4 des statuts de la BCEAO indique que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne peut recevoir d'instructions de directives d'aucun autre organe, y compris la conférence des chefs d'État. Pourtant, c'est sur ces bases qu'on a fermé nos comptes bancaires. Je pense que nous avons eu ces différends, nous sommes venus à la conclusion que on ne peut pas donner notre souveraineté à des organisations qui nous les renvoient sous forme d'armes pour punir nos populations, parce que les problèmes politiques, on doit les régler à notre niveau. Ça, c'était vraiment la première grande différence qui a fait que ces organisations ont commencé à apparaître plus comme des menaces, des instruments, pas seulement contre les dirigeants, mais contre les populations de ces pays. Et parce que quand il y a un problème politique, mais pourquoi on veut punir les populations? Parce qu'on est convaincu qu'en fermant les frontières hermétiquement, en fermant les banques, les populations vont se soulever pour renverser les dirigeants. C'est l'objectif recherché, rien d'autre. Mais c'est méconnaître aussi l'histoire, la culture et la dignité de chaque peuple. Je pense qu'ils auraient dû réfléchir à ça. À quel peuple avons-nous à faire face? Est-ce que les Maliens, les Burkinabés, les Niger, il suffit de faire ça pour qu'ils se laissent marcher dessus? Ça aussi, quand on traite avec les gens, il faut apprendre sa leçon à la maison, savoir qui est mon interlocuteur, qu'est-ce qu'il peut accepter, jusqu'où il est prêt à aller. Ça, c'est la première différence. Je pense que la plus grosse erreur, en tout cas de notre côté, a été la décision de faire une intervention militaire au Niger. Et sur quelle base? De dire que bon, on va installer un chef d'État qui a été renversé. Et ça encore, c'est quelque chose qui est décidé de l'extérieur. La CEDEAO, nous connaissons, depuis 30 ans, la CEDEAO est une force en attente, qui est d'ailleurs toujours en attente. Elle n'a jamais mené aucune opération nulle part. Et subitement, cette force-là s'est réveillée et elle dit qu'elle va aller attaquer le Niger. À partir de cet instant, nous nous disons que bon, ce ne sont plus que des menaces, il faut qu'on se réveille. Parce que nous étions convaincus que si on attaquait le Niger, on allait arriver au Burkina et au Mali. C'est pourquoi nous, on n'a pas hésité. On avait deux options. Soit on s'assoit, on s'est dit que bon, peut-être que c'est pas vrai, on les attend. Le jour où ils sont à la porte de Bamako, on va y croire. Ou bien, on se lève maintenant, mais on meurt quand même les armes à la main. On a décidé de cette deuxième option. Avec le Burkina, on a signé immédiatement un communiqué pour dire que si le Niger est attaqué, considérez que nous sommes en guerre contre vous. Sur la base de ça, nous avons pensé que il ne s'agit pas pour nous seulement de faire un communiqué, mais qu'il fallait avoir un dispositif militaire capable de répondre à une menace quelconque d'intervention militaire. C'est ce qui nous a amené le 16 juin 2023 à établir l'Alliance des États du Sahel établissant la charte du Liptako-Gourou, qui est une charte militaire, un mécanisme de défense collective, mais aussi qui nous aide à travailler contre toutes sortes de menaces, y compris les rébellions, les terrorismes, etc.
Mais en ayant établi ça aussi, on s'est dit, bon, la dimension militaire elle-même n'est pas suffisante, parce que vous voyez que les pays du Liptako-Gourma, comme vous le dites, ce n'est pas seulement un accident. Le Liptako-Gourma était depuis longtemps une entité politique, géographique, culturelle, depuis longtemps. D'ailleurs, il y a une organisation qui existe qui porte ce nom. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on travaille ensemble au-delà de la dimension militaire pour renforcer l'intégration entre nos pays, parce que ce sont des pays qui ont quand même des similitudes culturelles, géographiques, des proximités, et qu'on pouvait promouvoir une intégration économique régionale qui soit une alternative à ce que nous voyons dans les autres organisations. Est-ce que nous pouvons aller plus loin? Parce qu'on dit par exemple que la CEDEAO, c'est le modèle d'intégration le plus achevé en Afrique. Mais prenez votre voiture et essayez d'aller à Lomé. Vous voyez le nombre de checkpoints. La libre circulation, là, souvent, c'est sur le papier. Hein. Les commerçants qui sont dans cette pièce vont vous dire le nombre de gendarmes, de policiers qui vous arrêtent, les contrôles. Tu arrives à la frontière, tu fais des heures. Est-ce que nous, entre le Mali, le Burkina et le Niger, on peut proposer un modèle alternatif où nos citoyens se sentiront réellement chez eux? Bon, ça, c'est notre volonté en ayant des projets structurants qui rapprochent nos pays. On s'est dit, est-ce qu'on peut aller encore plus loin pour que sur le plan de notre action diplomatique, nous puissions mener des choses ensemble. On l'a fait dans le cadre de ce communiqué, mais aujourd'hui, nous essayons, c'est des États souverains, je dois les rappeler, mais nous travaillons à pouvoir harmoniser ou coordonner notre action vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est les trois piliers de l'AES. La dimension défense et sécurité, la dimension intégration économique et la dimension coordination de l'action diplomatique. Et aujourd'hui, nous avons pris l'option d'aller vers une confédération. Si on prend que sur le plan militaire, je ne peux pas dévoiler des secrets, mais les niveaux de collaboration entre nos armées à un tel niveau que c'est inimaginable, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais vous voyez les résultats sur le terrain. Ça, c'est juste si je vous donne un exemple. On n'a pas besoin de proclamer pour faire plaisir à X ou Y. Je crois que si nos populations voient ce qui se fait, c'est le plus important. Mais tirant les leçons de ce qu'on a vu au niveau de la CEDEAO, nous pensons aussi que l'AES doit être une organisation des peuples véritablement. Parce que jusqu'à présent, les organisations que nous avons sont devenues souvent des clubs de chefs d'État. Comment on peut donner aussi la voix à nos populations pour qu'elles soient partie prenante? Comment on peut faire en sorte que, parce que pour moi, le succès de l'AES sera le succès du Malien, du Burkinabé, du Nigérien, dans son champ ou dans son commerce, qui se dit que, ah, aujourd'hui, je me suis déplacé entre Ouaga et Bamako, je vois la différence. S'il ne voit pas cette différence, c'est qu'on n'a rien fait, à mon avis. Je pense que c'est là où nous devons mesurer, et non en termes de nombre de sommets ou en termes de nombre de partenaires chefs d'État étrangers que nous avons reçus. Donc pour moi, ça va être évident. Il faut que, d'ailleurs, je vois qu'avant même que l'AES ne soit structurée, les populations s'en sont saisies dans tous les pays, les jeunes, les femmes. C'est un débat, tout le monde veut comprendre, tout le monde veut être partie prenante. Je pense que ça, c'est un débat sain. Et nous voulons aussi écouter nos femmes, nos jeunes, nos frères et sœurs nous dire quelles sont leurs attentes par rapport à l'AES pour qu'elles soient différentes, pour qu'on ne commette pas encore les mêmes erreurs qu'on a faites de l'autre côté. Et dans ce schéma de l'AES des peuples, je pense que vous, les médias, vous avez un rôle crucial. Parce qu'on ne pourra pas communiquer efficacement avec nos populations si, un, les médias ne comprennent pas le changement de narratif qu'on veut. Deux, si nos médias même n'arrivent pas à avoir cette autonomie. Trois, si nos médias n'arrivent pas eux-mêmes à faire leur propre lecture de cette dynamique et faire en sorte que nos populations puissent comprendre. Parce que si Mali Online ne fait que répéter les lignes éditoriales d'RFI, France 24 ou BBC, on a échoué. Il faut que BBC, France 24 lisent Mali Online, par exemple, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'espace AES. Je pense que c'est là que nous aurions commencé à changer des choses. Et je pense que ce qui est important aussi pour nous, c'est que nous, dirigeants, devons donner la primeur à nos propres médias. La primeur ne veut pas dire toujours qu'il faut juste qu'on les soutienne, qu'on leur donne de l'argent. Je pense que ce n'est pas ça. C'est vraiment, aujourd'hui je suis là, je pense que c'est important que je te parle, c'est important que je parle aux médias maliens, aux médias de l'AES. Chaque fois que je suis sollicité, j'essaie de faire l'effort de leur ouvrir ma porte. Pourtant, Al Jazeera et d'autres aussi nous courent derrière tout le temps. Mais de plus en plus, je pense qu'il faut que nous nous donnons l'espace à nos médias en leur ouvrant nos portes. Et
je pense que tous les autres ministres du gouvernement sont dans la même dynamique de faire en sorte que nous parlions à nos médias, que nous vous considérions, que nous vous donnions de la valeur. Et puis, il y a d'autres types d'appuis qui viendront. Donc, pour moi, les médias sont essentiels, bon, non seulement pour nous dire ce que nous voulons entendre, mais vous pouvez aussi donner votre propre perspective, vous pouvez critiquer ce qui est en train de se faire. Si nous faisons des erreurs, vous pouvez le faire. J'accepte d'autant plus une critique que ça vient de quelqu'un de notre espace, parce que c'est votre espace. Mais je crois que quelqu'un d'autre, je ne vois pas quelle est ma responsabilité particulière, mais si un Malien parle, je pense que j'ai l'obligation de l'écouter. Il y a un couple que j'aimerais bien évoquer parce que beaucoup de gens pensent que c'est le goulot d'étranglement de l'AES, le couple économie-sécurité. Vous êtes créé sur un fonds de défense de vos pays ou de nos pays pour l'instauration de la sécurité. Mais une sécurité sans pays économiquement fort a-t-il un avenir? Premier point. Deuxième point, vous allez certainement me dire, il n'y a pas d'économie sans sécurité. Donc le couple allant dans l'aller-retour nous met dans un dilemme. Est-ce que, honnêtement, vous avez les moyens de l'ambition que vous donnez du point de vue économique en intégrant que vous êtes parti de la sécurité? Ce que j'ai indiqué tout à l'heure par rapport à la sécurité, mais j'ai indiqué, si nous voulons nous-mêmes être responsables de notre sécurité, si nous voulons ou nous devons nous-mêmes financer notre sécurité, mais ça veut dire qu'il faut une économie pour financer ça. Et l'économie actuelle sur laquelle nous sommes assis ne répond pas à ces préoccupations parce que nos économies au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire sont contrôlées par d'autres. Il faut d'abord rabattre les cartes et toucher au statu quo. Par exemple, dans le domaine des mines, il y a eu des pas pour remettre en cause des droits acquis et des contrôles étrangers de ce secteur. Moi, je pense que le développement, il est possible dans nos pays. Je pense que nous avons peut-être commis des erreurs. Nous avons rarement regardé, nous nous sommes rarement regardés un pays ayant des possibilités, un pays ayant des capacités, mais c'est pourquoi le changement de narratif nous impose aussi à changer notre regard sur nous-mêmes. Parce que si je me dis que des puissances étrangères qui viennent s'installer dans nos pays, même si on les chasse, ils ne veulent pas partir. Mais ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et eux, ils disent que nous sommes pauvres. Donc nous sommes dans un problème. Donc ça veut dire que peut-être que nous-mêmes, soit on a été appauvris, y compris mentalement, pour pouvoir prendre possession de ce qui est à notre pied, que nous on ne voit pas, mais que nous on voit ce qui est au-delà des mers. Donc je pense que c'est indispensable pour nous à la fois de bâtir notre sécurité, qui ne sera viable que si nous répondons à la dimension économique. Et la dimension économique a peut-être deux ou trois. Une, c'est d'abord comment financer notre propre sécurité en générant des ressources. Et il y a beaucoup de ressources internes dans nos pays qu'on peut mobiliser. Et la deuxième, qui est la sécurité réelle pour moi, par exemple pour moi, je dis, si on arrive à créer des emplois pour nos jeunes gens, à les occuper, à les éduquer, à être des citoyens de leur temps, je pense que ça, c'est la plus grande sécurité. Et je pense que ça apporte plus de réponses qu'acheter un Kalachnikov. Parce que quand les gens ont une économie, ils ont des options, ils travaillent, ils soutiennent leur famille, ils sont à l'aise, mais tu n'as pas besoin de mettre un soldat à chaque carré. Tu ne peux même pas avoir un militaire derrière chaque Malien, ou un policier. Donc pour moi, l'économie, employer nos jeunes gens, nos femmes et tout ça, mais pour moi, c'est une question de sécurité nationale. Parce que c'est ça la sécurité. Parce que vous voyez, quand il y a même des manifestations dans les pays, mais quand les gens ils sortent en force, mais tu as tiré un coup, deux coups de feu, les gens ne sont pas partis, il y a eu 2 ou 3 morts, mais ta puissance là est devenue nulle. On a vu ça dans les pays. La puissance réelle est entre les mains de ceux-ci et tu n'auras jamais assez d'armes. D'ailleurs, aucun pays ne doit acheter assez d'armes contre sa propre population. Parce que quand tu t'armes là, c'est pour lutter contre des ennemis. C'est pas pour ceci. C'est l'arme que tu peux se leur donner une arme pour un épanouissement économique. Donc pour moi, c'est possible, mais il faut que nous nous regardions chez nous quelles possibilités on a. Merci bien.
Monsieur le ministre, pour ces éclaircissements, il est important qu'on touche à un autre point de l'AES, à savoir le voisinage. L'AES a été créée partant des pays qui ont quitté la CEDEAO. Mais les pays membres de l'AES commencent à être en rupture de banc avec leur voisinage. Comment est-ce que l'AES pourra évoluer en étant en belligérance, en étant en désaccord, en étant en mésentente avec les voisins directs? Est-ce que ça ne constitue pas une menace? Je pense que c'est trop dur de dire que l'AES est en belligérance. Nous avons créé une dynamique qui a été accueillie avec beaucoup d'hostilité. Quand nous avons signé la charte de l'Itaco-Gourmand le 16 septembre 2023, les deux sommets de la CEDEAO qui ont suivi, on a commencé à nous attaquer. Que oui, ce sont des gens qui veulent briser l'intégration régionale. Non, c'est une organisation fantôme, c'est ceci, c'est cela. Mais prenez la charte, le préambule de la charte de l'Itaco-Gourmand, où nous réitérons notre attachement à la charte des Nations Unies, à l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité de la CEDEAO. Pourtant, je ne pense pas que ceux qui ont dit ça aient même pris le temps de lire la charte. Donc nous ne nous sommes pas mis dans une dynamique de scission ou de confrontation, mais nous disons est-ce que nous allons continuer à nous plaindre de la CEDEAO ou, après analyse de la situation, nous allons nous-mêmes créer une autre dynamique, une autre approche. C'est ce qui nous a amené à ça. Nous sommes dans une organisation où nous avons beaucoup de choses en commun, mais nous comprenons la nécessité d'établir des rapports aussi avec d'autres. Nous ne sommes pas contre eux. Nous sommes contre leur façon d'agir. Nous sommes contre le fait que souvent ils prennent des instructions ailleurs, ils viennent nous attaquer avec ça. Nous sommes contre le fait que certains deviennent des instruments de déstabilisation de nos pays. Et nous voulons établir des rapports fraternels avec tous. Le président du Sénégal était là, l'autre jour. Vous ne pouvez pas dire que nous-mêmes, nous avons été à son investiture. Avec la Mauritanie, par exemple, vous voyez, malgré des tensions aux frontières, mais nous nous parlons, nous nous fréquentons. Nous n'avons jamais été dans une dynamique de confrontation. Vous n'avez pas vu une armée de l'AES menacer un autre pays. Vous ne nous avez pas vu nous mêler de la politique interne de notre pays. Vous ne nous avez pas vu dire qu'il faut que le modèle malien soit exporté dans la région. Ça aussi, c'est une question de narratif, ami de ça. C'est une question de... Parce que les gens nous donnent un label. Voilà, ces gens, ils veulent faire scission, ils sont contre ces scissions. Non, j'ai dit, il y a 2 jours, j'expliquais aux gens. J'ai dit, être attaché à l'idéal d'intégration ne veut pas dire nécessairement appartenir à la CEDEAO. L'idéal d'intégration va au-delà de la CEDEAO. Nous, Mali, Burkina, Niger et d'autres, nous restons attachés à l'idéal d'intégration. Maintenant, l'intégration est un idéal, c'est une destination. Maintenant, est-ce que la CEDEAO est le véhicule indiqué pour nous amener à cette destination? Nous, on ne pense pas aujourd'hui, on ne pense pas. Mais on va rester dans cette voiture sachant que la destination n'est pas bonne pour nous. Non, on a pris un autre véhicule. On peut se tromper aussi des véhicules. Non, moi, c'est notre choix. Et nous pensons que c'est ça. Donc, c'est de dire encore une fois que l'AES n'est pas dans une dynamique de confrontation, mais nous ne travaillons pas contre certains, nous travaillons pour ce que nous estimons est de l'intérêt de nos populations. Monsieur le ministre, question finale avant de passer à l'échange avec les journalistes ici présents. Est-ce que réellement l'AES est un avenir pour nous? Vous savez, l'avenir, on n'est pas dans la religion. Personne ne peut décider voilà, de l'avenir, comme je l'ai dit aujourd'hui, après la lecture des menaces, des défis auxquels nous sommes confrontés et les opportunités qui s'offrent à nous. Nous pensons honnêtement que l'Alliance des États du Sahel qui a été créée est une réponse pour nous amener vers une sécurité, vers une prospérité partagée, vers un autre type de solidarité et de fraternité dans notre région, vers une autre façon de faire l'intégration régionale, vers une façon de se soustraire à l'ingérence des puissances extérieures. Maintenant, demain, le président civil ne sera pas là certainement, Abdoulaye Diop ne sera pas là, le premier Choguel ne sera pas là, ou Abdoulaye Maïga. Mais cette responsabilité-là doit être avec les jeunes ou les Maliens et les Maliens. C'est eux qui feront
Demain, ils peuvent décider que l'AES n'était pas un bon choix. C'est leur décision. C'est la décision des Maliens. Nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de poser des actes qui nous amènent à ça. Mais demain, je pense que seuls les Maliens et le bon Dieu peuvent déterminer qu'est-ce qui a été le bon choix. Je crois que dans l'histoire, nous, on a posé des actes que nous devons assumer aujourd'hui et demain. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que l'Afrique de l'Ouest ne sera plus jamais la même Afrique de l'Ouest telle qu'on l'a connue. Il faut que les choses changent. Si l'AES a pu contribuer à ce changement, je pense que c'est déjà un pas. Demain, je suis certain qu'une nouvelle génération prendra le témoin et tirera les leçons de nos erreurs ou de nos succès. Voilà, c'était donc là l'interview du ministre Abdoulaye Diop. Vous avez pris des notes. C'est très important de prendre des notes. C'est très important si vous suivez, si vous êtes sur YouTube, vous mettez à sauvegarder la vidéo parce que ce n'est pas des vidéos qu'on écoute une seule fois. Il faut les réécouter. De la même manière, on passe beaucoup de temps sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Eh bien, il faut revenir sur les vidéos importantes, les paroles importantes, parce que on a besoin de ces idéologies. En fait, l'idéologie, en fait, elle est qu'une seule. C'est celle du panafricanisme. Donc, moi, je définis comme être amoureux de l'Afrique, combattre pour l'Afrique, faire en sorte que nos pays africains se développent et surtout, comme on dit, je l'ai dit au début, que les ressources de l'Afrique profitent au peuple d'Afrique. Et bien sûr, avec les amis de l'Afrique, mais pas ceux-là qui viennent toujours avec l'esprit colonialiste, l'esprit esclavagiste, avec la condescendance, toujours l'esprit de domination, ceux-là qui sont toujours, qui ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez, eh bien nous les combattrons toujours, eh bien nous serons toujours contre eux. Les arrogants, les racistes, tout ce monde, toute cette racaille, eh bien, nous serons toujours prêts à vous défendre. Si vous venez clair, on est clair avec vous. Si vous venez avec cet esprit machiavélique, eh bien, on vous rendra votre monnaie. C'est ça l'esprit panafricaniste, celui qui veut juste défendre ses enfants, défendre ses terres. Et c'est aussi clair et aussi simple que ça. Merci de m'avoir suivi. Laissez des commentaires, partagez. Et laissez des j'aime comme ça. On se retrouve à une prochaine édition. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.